dit de lui qu'il est l'incarnation du vent. Il est hors du temps, maître des océans. Comment ça va ce matin les enfants? Vous m'entendez bien? Vous allez voir une star ce matin qui est venue spécialement pour vous. C'est qui est venu pour vous ce matin? Maxime comment? Maxime Sorel. Alors, en tout cas, c'est pas moi, Maxime Sorel. Moi, je suis l'animateur, le maître de cérémonie ce matin pour animer cette heure de conférence que vous allez avoir avec Maxime Sorel. Effectivement, avec Maxime Sorel. Maxime Sorel qui est... Ah oui, je l'ai entendu, Maxime Sorel qui est quoi? Un skipper. Il va embarquer pour une course fantastique, une course énorme dans quelques semaines. C'est quoi le nom de la course? Waouh, le Vendée Globe. Dis donc, vous avez appris, hein? Vous avez travaillé ça à l'école? Waouh, parce que hier à Château-Gontier, ils n'avaient pas tous travaillé ça à l'école. Donc là, je pense que vous pouvez vous applaudir parce que vous avez tous travaillé ça à l'école. On s'applaudit tous très très fort. Ouais. Bon, le Vendée Globe bientôt pour Maxime Sorel. Et sur le projet voile, le bateau s'appelle comment d'ailleurs? Est-ce que vous savez comment s'appelle le bateau de Maxime Sorel? Le bateau comment? M comme Mayenne, j'ai entendu VNB, M comme Mayenne, le bateau VNB Mayenne, effectivement. Et il y a une mascotte sur ce bateau, est-ce que vous savez c'est quoi la mascotte du bateau? Le dragon. Eh bien si vous voulez pour commencer, on va tous faire mascotte, mascotte. Et on va l'appeler tous ensemble. 1, 2, 1, 2. Ouais, on continue. Mascotte, mascotte. Et on va la faire venir, cette mascotte, elle est venue spécialement pour vous. Bonjour mascotte. Je vais te laisser mascotte venir juste à côté de moi. Et en même temps, j'ai envie de faire un tonnerre d'applaudissements et de crier tous ensemble. Maxime, 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 Maxime. Oh, il est là. Maxime Sorel, il est venu spécialement pour vous les enfants. C'est une chance, c'est une énorme chance d'avoir un marin comme Maxime Sorel présent ce matin à Laval. Rien que pour vous, profitez-en, c'est un grand moment. Alors, je vais te passer un micro, Maxime. Est-ce que celui-là marche? Logiquement, oui. Bonjour à tous, vous allez bien? On va se mettre juste ici parce qu'en même temps, on est filmé, Maxime. On va nous dire si c'est OK. Ouais. On va pas se rapprocher trop quand même. Bon, comment ça va, Maxime, ce matin? Mais très bien, écoute, en pleine forme. Je suis très content de tous vous voir ici et puis ceux qui nous regardent aussi. Ravi d'être à Laval pour parler de ce beau projet. Il y a un petit peu plus de monde qu'hier à Château-Gontier, là, c'est impressionnant. Là. Ils sont 239 écoliers, c'est ça? Vous êtes 239, je crois, de ce qu'on m'a dit, c'est assez énorme. Et ils sont venus spécialement pour toi. Alors Maxime, même s'ils te connaissent tous, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé sur toi. Ils savent qui tu es, ils savent le nom du bateau, ils savent le nom de la course. On n'a pas grand-chose à leur dire finalement, parce qu'ils connaissent quasiment toute ta vie. Mais parle-nous un petit peu de toi. Maxime Sorel, tu es skipper, marin, tu viens d'où? Voilà, je te laisse te présenter tout simplement. Eh bien oui, je m'appelle Maxime Sorel, donc j'ai 34 ans, je suis à la base ingénieur en génie civil et aujourd'hui je suis coureur au large, donc je réalise toutes sortes de courses à la voile où je fais des traversées de l'Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre pour la route du Rhum, entre Québec et Saint-Malo, entre Le Havre et le Brésil pour la Jacques Vabre. Et bientôt, je m'apprête à faire le tour du monde qui s'appelle le Vendée Globe, qui est une course en solitaire, sans escale et sans assistance. Vous connaissez les autres courses, les enfants? Les autres courses, il y a le Vendée Globe, il y en a d'autres, Maxime en a cité. Il y a quoi comme course au large? Des grandes courses connues? La route du Rhum. La Coupe d'Amérique. Oh, tu valides, Maxime? Oui, c'en est une, c'est pas une course au large, mais c'en est une. Non, il y a d'autres courses ou pas que vous avez en tête?
Mais c'est déjà pas mal. Ah, si, tu lèves la main? Ah, et le Tour de France. Le Tour de France à la voile, ça existe aussi. Ouais, ça Le Tour de existe. France à la voile. Donc Maxime Sorel, skipper, marin. Tu as commencé à quel âge, Maxime, la voile? Tout petit, à cet âge-là, peut-être? Quel âge vous avez à peu près là? Donc vous êtes entre CE1, CE2, CM1, CM2, c'est ça? Bon, ben c'est à peu près ça. Effectivement, à l'âge de 8 ans, moi j'étais à Cancale. Donc on fait en fait une découverte du milieu maritime. Donc on fait toutes sortes de choses, des optimistes, du canoë, de la planche à voile. On va jouer dans les vagues. Et ça, bah, ça m'a passionné. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé la compétition. Et jusqu'à là, j'ai jamais arrêté. Ça vous donne envie de faire de la voile, les enfants? Ouais? Ça vous fait pas peur? Ah, le micro ne marche. Si, ça marche. Ça vous fait pas peur, non? De monter sur un bateau, de partir comme Maxime en mer? Ah, il y a peut-être des... Ah, c'est mitigé hein, quand même. Hein. C'est mitigé quand même, c'est mitigé. Bon, raconte-nous un petit peu ton quotidien. Tu es skipper. Est-ce que c'est comme un joueur de foot? Il faut s'entraîner tous les jours? Il faut aller courir le matin, à la piscine l'après-midi, avoir la ligne, faire du sport, quoi. Tu es un sportif de haut niveau. Ça se passe comment? Oui, effectivement. Alors, mon métier, une fois que je suis sur l'eau, c'est celui de skipper. Donc, c'est de driver, de conduire un bateau, de s'en occuper. Pour préparer ces courses, il y a énormément de choses à faire. Hein. Il y a toute la partie physique. Il faut se préparer soi-même. Il faut être en forme. Donc, j'ai un coach sportif avec lequel je travaille depuis déjà 6 ans. Et puis, bah, pour être en forme, il faut bien manger. Donc, j'ai une nutritionniste aussi. Donc, ça, c'est vraiment la préparation du bonhomme. Mais après, il y a la machine, le bateau à préparer. Faut imaginer que c'est un prototype. Chaque pièce du bateau est unique et donc il faut du monde pour bricoler le bateau, pour le préparer de façon à ce qu'il soit prêt à l'aventure. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est permanent. Et puis, il y a aussi le métier d'entrepreneur. En fait, j'ai une équipe autour de moi, donc j'ai une entreprise et il y a toute la partie entreprise à gérer, donc la partie administrative, il faut trouver de l'argent, des partenaires, travailler avec les partenaires, toute la partie communication. Donc c'est une vraie petite entreprise autour d'un même bateau et d'un projet. Parce que de base, avant d'être skipper, tu l'as dit, tu as commencé à 7, 8, 9 ans, c'est ça, du côté de Cancale en Bretagne. Tu es aussi ingénieur à côté de ça. Tu as un bac plus 5, tu es allé loin à l'école. On peut le dire aux enfants, c'est important quand même d'aller à l'école très très loin, de prendre l'école au sérieux. Effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Donc voilà, il y en a certains, c'est le foot, le vélo ou la voile. J'en suis sûr qu'il y en a dans la salle. Mais avant ça, oui, j'ai travaillé à l'école. Alors, on ne va pas dire que j'étais le meilleur élève à votre âge, hein, mais ça m'est venu un peu plus tard. Mais je me suis vraiment concentré sur mes études avant de vraiment faire ma passion. Et ça, c'est très important et j'espère que vous irez très loin. Alors, tu as commencé sur un petit bateau, un petit catamaran, parce qu'avant d'arriver en IMOCA, il s'en est passé des choses. Alors, est-ce que vous faites la distinction, les enfants? Un IMOCA, le bateau de Maxime, c'est un IMOCA. Vous voyez ce que c'est ou vous n'avez pas encore travaillé ça à l'école? Un IMOCA, un classe 40, un ultime? Non, peut-être pas encore. Si? Vous voyez à quoi ressemble le bateau de Maxime? Vous l'avez vu en photo? Oui? En tout cas, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, il y a peut-être des photos qui arrivent derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette image-là. Il y aura des vidéos aussi tout à l'heure qu'on vous proposera pour découvrir l'intérieur du bateau de Maxime. En tout cas, tu as commencé sur des petits bateaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement? Petit bateau, classe 40, vintage avant, IMOCA aujourd'hui. Ça fait que grandir. Effectivement, on abordera, donc il y a 4 grandes catégories en course au large. Hein. On a les plus petits bateaux qui sont des classes 40, donc c'est le bateau sur lequel j'étais auparavant. C'est des bateaux qui font 12 mètres de long. On a ensuite des trimarans, donc trimarans de 50 pieds, des trimarans qui font 15 mètres. Et ensuite, on a les monocoques les plus rapides du monde, les IMOCA, donc le nouveau bateau, le VNB Mayenne, c'est un IMOCA, c'est un bateau qui fait 18 mètres 28 de long. Aujourd'hui, c'est un peu comme la Ligue 1 au foot, il n'y a pas plus haut. Et puis après, il y a des très gros trimarans, il y en a très peu, des ultimes, des bateaux qui font 100 pieds. Vous avez retenu? Ça fait combien de mètres? Le bateau de Maxime, il mesure combien de mètres? Ah, les mains se lèvent, ils t'ont bien écouté, Maxime, ou alors ils l'ont bien travaillé à l'école. Allez, au milieu, par exemple. Et donc, je vais me décaler parce que mon micro, j'ai pas l'impression qu'il capte bien sur la droite. Combien de mètres mesure le bateau de Maxime? On l'a entendu quand même. Ouais. On l'a entendu. Ils sont calés, Ils sont calés. On va voir si vous êtes calés jusqu'au bout. Le mât du bateau de Maxime, il mesure combien de mètres? Ah, ça se lève aussi. En haut à droite, par exemple, le t-shirt jaune. Ouais.
2 mètres? Ah non, non, t'es... C'est un petit peu petit quand même pour avancer. Hein. 2 mètres, tu peux pas avancer très vite. Ok, ensuite. Pas mal, pas mal du tout. C'est exactement ça. Ouais, c'est très très bien. Bravo à toi, bravo à toi. 29 mètres, le mât du bateau de Maxime. On peut le dire, tu montes en haut du mât, en pleine mer, tu es accroché. Ça, c'est quand même quelque chose. Oui, Impressionnant. effectivement, il faut parfois monter en haut du mât. Alors, c'est sûr que c'est jamais très confortable. Il faut imaginer que le bateau, il bouge pendant que je monte au mât. Et pourquoi je monte au mât? Je monte au mât, par exemple, parce qu'une voile ne veut pas descendre et qu'elle est accrochée, malheureusement. Il faut absolument la descendre et donc je dois monter un peu en catastrophe pour la défaire. Il y a aussi des petits capteurs en tête de mât pour mesurer la vitesse du vent, l'angle du vent. Et parfois, ça casse et je dois monter pour changer ces capteurs. Donc, plusieurs raisons qui font que on est obligé de faire l'alpiniste en fait sur mon mât. Ouais, c'est multifonction d'être skipper. On revient, Maxime, on se ressent, si tu le veux bien, sur le Vendée Globe. Parce que les enfants ont travaillé sur cette course. C'est la course dont tout le monde parle. Dans quelques semaines, le 8 novembre prochain, tu t'élances pour un tour du monde. C'est incroyable. C'était ton rêve qui va se réaliser prochainement. Est-ce qu'on peut avoir la carte juste derrière nous? Là, voici la carte. Et voilà le périple que tu vas emprunter. Tu vas partir des Sables d'Olonne en Vendée. Vous connaissez la ville des Sables d'Olonne? Vous êtes déjà parti en vacances aux Sables d'Olonne? Mais non, ils passent leurs vacances en Mayenne, bien sûr. Ils passent leurs vacances en Mayenne. Bah oui, on est bien en Mayenne. On est bien ici à Laval ou j'ai entendu Louvernay ou un petit peu partout en Mayenne. Mais c'est vrai que les Sables d'Olonne, tout le monde connaît bien. Et tu vas partir des Sables d'Olonne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton périple? Ça part dans tous les sens. On parle de l'Everest des mers. Oui, alors comme tu l'as dit, Basile, c'était un rêve, mais c'est un rêve que je ne vais pas accomplir seul. En fait, hein, j'ai 2 partenaires, VNB Mayenne, et on a aussi une communauté, l'association Vaincre la Muco, on en parlera tout à l'heure. Mais tout ça, c'est quelque chose que je partage, en fait, que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Tout seul, ça ne m'intéresse pas de le faire. Alors, ce tour du monde, il n'est pas simple, il est vraiment truffé d'embûches. Donc, comme l'a dit Basile, on part des Sables d'Olonne, en France. On va descendre l'Atlantique, passer sous l'Afrique. Donc là, on passe un premier cap qui s'appelle le cap de Bonne-Espérance. Il ne faut pas leur dire où se trouve l'Everest. Hein. On va faire un petit point géographie tout à l'heure avec tout le monde. On va voir s'ils travaillent bien à l'école. Mais vas-y, continue, Maxime. Ensuite, on va faire le tour de l'Antarctique. Donc là, on arrive sous le cap de Bonne-Espérance. On va passer sous l'Australie en passant un deuxième cap qui est le cap Lewin. Ensuite, on fait tout le tour, on passe sous la Nouvelle-Zélande. On se retrouve de l'autre côté là-bas et on passe sous les Amériques en passant le fameux mythique Cap Horn pour ensuite remonter l'Atlantique et arriver aux Sables d'Olonne. Donc c'est un parcours assez simple, mais truffé d'embûches. La partie sud, là, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même la plus dangereuse, des mers très hostiles. On peut se retrouver à plus de 7 jours de secours, de 7 jours de voir du monde, des côtes ou un navire de commerce, par exemple. Il faut le dire, c'est une course sans assistance. Tu es tout seul. Si tu te retrouves ici, tout seul, bloqué, il n'y a personne qui vient te chercher. Globalement, c'est compliqué. Tu es tout seul, vraiment livré à toi-même. C'est ça qui est impressionnant dans cette course. Effectivement, en fait, on peut imaginer que des secours viendraient nous chercher sur la partie atlantique, hein, donc entre la partie nord et sud de l'équateur. Vous connaissez tous où est l'équateur. Et sur vraiment la partie sud antarctique. Bah oui, on est là aussi pour ça, faire un petit peu de géographie, lier les deux. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont très très bons en géographie sur la droite. Où se situe l'équateur? Ah, les mains se lèvent. Allez, on va monter tout en haut. Je vois qu'il y a 2 mains avec le t-shirt rouge. Ah, en fait, tu sais pas. Où se trouve l'équateur? J'ai pas entendu. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est vrai que vous êtes calé. Putain, dis donc, à Laval, vous êtes très très bon scolairement. Il y a eu le confinement, mais j'ai l'impression que ça a bien travaillé quand même. Ça a bien travaillé quand même. Donc sans insistance, sans escale, sur une course qui dure quand même combien de jours? On n'a pas parlé de la durée de la course. Et là aussi, c'est impressionnant. Ouais, c'est 3 mois de… Ah je crois qu'ils le savent, ils lèvent les mains à chaque fois que tu poses une question, Basile. Bah, on va leur poser la question, on va voir. C'est ça qui est bien aujourd'hui, parce que hier, il y avait un petit peu moins d'intervention. Pas combien de mois, combien de jours maintenant. Il faut faire la conversion du coup. Ah. Allez, juste toi devant, là, je te vois le bras levé. Combien? Elle a lu Jules Verne.
Ce serait bien 80. Pour l'instant, on prépare dans la préparation, donc on emmène du matériel pour réparer le bateau, du matériel pour mes vêtements, de la nourriture, et on est basé sur autour des 90 jours pour l'instant, mais j'aimerais bien mettre 80 jours. Mais elle est quand même vraiment dans les clous puisque c'est un objectif. Et le record du monde sur un Vendée Globe, c'est combien de jours, Maxime? 74. 74 jours. En tout cas, l'objectif, c'est quand même de le finir parce qu'il faut aussi le savoir qu'on peut ne pas le finir aussi. On n'a pas envie de te perdre, Maxime, non, mais il y a quand même une part de risque quand on fait un Vendée Globe de ne pas arriver, de ne pas te retrouver au Sable d'Olonne dans 4 mois maintenant. Effectivement, c'est une course qui est risquée. Hein. Il y a presque un bateau sur 2 qui abandonne. Nous, on s'est vraiment concentré sur la fiabilisation de notre bateau. Le but est de finir. C'est sûr que c'est une grosse aventure. Il faut savoir qu'il y a 84 personnes à avoir fini ce Vendée Globe et il y a plus de 500 personnes à être allées dans l'espace. Ça signifie qu'en fait, ce qu'on prépare avec les équipes, c'est plus compliqué que d'envoyer quelqu'un sur la Lune, quasiment, avec des budgets bien moindres. Vous le saviez, ça? Vous ne l'avez pas vu à l'école, ça. Heureusement, Maxime, il vous apprend des choses quand même ce matin. Donc là, on le voit là, Maxime. On espère le revoir à l'arrivée, bien sûr, mais il y a quand même une grosse prise de risque de partir faire un tour du monde. On va poser la question aux enfants parce que là, je suis presque sûr qu'ils le savent aussi. Il y a combien de bateaux à faire le Vendée Globe cette année? Combien de bateaux sur la liste qui vont embarquer pour le Vendée Globe? Ah, les mains se lèvent encore. Dis donc, vous êtes super bon ce matin. Basile, il n'y en a qu'un intéressant, c'est VNB Mayenne, je crois, non? Ah, bah alors c'est lequel le bateau le plus intéressant, les enfants? C'est qui le skipper le plus fort? Ouais, bien. Bon alors, il y a combien de bateaux? Même si le plus important, c'est Maxime, c'est le bateau VNB Mayenne. Et oui, on est là pour ça aussi. Et vous êtes tous derrière Maxime Sorel. Mais il y a quand même quelques bateaux qui seront concurrents de Maxime sur le Vendée Globe. Allez, à gauche, tout à gauche, je te vois. Oh. Mais c'est les chiffres exacts à chaque fois, dans le 1000. 33 bateaux s'élanceront pour le Vendée Globe. On les aperçoit derrière, voilà, il y en a plusieurs. Bon, on peut le dire, hein, le VNB Mayenne, c'est le plus beau quand même. Est-ce que c'est le plus beau bateau, le bateau VNB Mayenne? Ouais, bon, ok, on va continuer. On va continuer à parler du Vendée Globe parce que sur ce parcours truffé d'embûches, j'imagine qu'il ne va pas faire très chaud quand même. Un jour il fait chaud, un jour il fait très froid. Comment tu te prépares à ça d'ailleurs? Si on reprend la carte, je ne sais pas si on peut revenir sur la carte à l'arrière, à la régie. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais au début quand tu pars des Sables d'Olonne, il ne va pas faire très chaud quand même. Tu pars pour 3 mois en mer. Est-ce que tu prépares 15 polos, 40 pulls, 10 t-shirts? Ça se passe comment? C'est quelque chose de fou à préparer finalement. Donc c'est des bateaux qui vont très vite, mais à condition qu'ils restent légers. Donc pour 90 jours de mer, forcément, il faut emmener énormément de matériel, beaucoup de nourriture et puis beaucoup de vêtements très variés parce qu'on a du chaud, du froid. Donc pour ça, il faut vraiment bien penser son sac et prendre des affaires qui sont utiles à la fois pour le chaud et pour le froid. Donc on a un début de course avec 10 jours qui sont généralement pas très sympas. On part au mois de novembre. Les conditions au mois de novembre, ça reste assez frais. Les mers sont pas très sympas. Donc 10 jours où c'est assez humide. On est vraiment en ciré tout le temps, polaire. Et puis tranquillement, quand on arrive un peu au sud de l'Espagne, entre le sud de l'Espagne et le fameux équateur, là c'est quand même plus clément. Il commence à faire beau, la mer se calme. Donc là, on est plutôt en t-shirt, en short. Et ensuite, au sud de cet équateur, tranquillement, on va aller vers des températures très fraîches, puisqu'en fait, en Antarctique, on peut se retrouver avec des températures avoisinant les 0 degrés et une mer à peu près à 5 degrés. Donc, on n'aime pas bien se prendre des vagues sur le pont quand l'eau est froide. Et là, effectivement, il faut avoir des tenues vraiment adéquates, mais on ne peut pas en avoir énormément. Et si demain, le bateau, il casse pour X ou Y raison? Parce qu'il faut le savoir, les enfants, ce n'est pas une science exacte. Le bateau peut casser, il peut y avoir une corde qui lâche, une pièce du bateau qui cède. Ça t'est arrivé d'ailleurs sur certaines courses. On pense à la dernière route du Rhum, par exemple, où tu as dû bricoler sur le bateau. Donc il faut être aussi bricoleur quand on est skipper. Ça t'arrive de plonger dans la mer pour réparer une pièce sous le bateau? Si l'eau est à 5 degrés, tu fais comment? Mais oui, effectivement, on se doit sur le bateau d'être capable de réparer quasiment tout. Donc
Je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas électricien, mais je dois savoir à peu près le faire. Informaticien aussi, parce qu'on a énormément de matériel informatique embarqué. Donc oui, ça m'arrive, clairement, ça m'arrive de devoir plonger sous le bateau. On a une quille qui fait 4,50 m de profondeur et parfois il peut y avoir un filet ou quelque chose de coincé au niveau de cette quille. Et ben, il faut plonger parfois en plein milieu de l'Atlantique par 6 km de fond et des fois il y a des requins autour de nous. Ah, ça t'est arrivé ça, de voir des requins autour de toi? Alors pas quand j'étais dans l'eau, mais oui, ça arrive de voir des gros poissons autour du bateau. Et ça te fait pas peur ça? D'ailleurs, j'ai une question sur la peur pour toi. Ça t'arrive d'avoir peur quand même? Quand tu te dis, waouh, je vais faire tout ça, je pars pendant 3 mois, c'est un truc de fou, il y en a qui ne sont jamais revenus, qui sont partis dans l'espace, il peut y avoir des requins autour de moi, il faut plonger en dessous le bateau. Ah, on se dit, waouh, il faut être un surhomme pour faire ça. Oui, c'est sûr que on peut se dire qu'effectivement, on peut avoir peur. Alors la peur, c'est nous mettre dans une insécurité et c'est ça qui nous met en danger sur le bateau, malheureusement. Donc parfois, il faut accepter de passer dans des situations qui sont compliquées et voilà, et passer outre et puis avancer et on vit un peu au jour le jour. Tout ça, c'est rythmé par du sommeil et de la nourriture à bord. Et on va en parler du sommeil et de la nourriture, mais est-ce que ça vous ferait peur, vous les enfants, de partir comme ça 3 mois en mer? Maxime, il n'a pas peur, il a peur de rien, c'est un casse-cou finalement, hein. Il n'a pas peur. Peur de rien. J'aime pas les araignées par exemple. Il a peur des araignées, mais il n'a pas peur de partir en mer comme ça. Ah, c'est le paradoxe ça. Mais vous, ça vous fait peur? Ça vous ferait peur de faire ça ou pas? On entend plus de oui quand même. Hein. Ah, il y en a, ils n'ont pas peur non plus. Hein. Et qui n'a pas peur? Levez la main. Ah bah tout de suite, il lève tous la main là. Ah bah oui. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça demande une organisation, une logistique, Maxime. 3 mois en mer comme ça fait beaucoup de petits déjeuners, de déjeuners, de dîners. Tu prévois aussi toute la nourriture avant de partir parce qu'il n'y a pas de Carrefour ou de Leclerc sur la route, ça n'existe pas ça. Il n'y a personne qui vient te livrer tes courses au jour le jour. Tu dois tout prévoir avant et là, ça aussi, c'est quelque chose de minutieusement préparé. Effectivement, là, on est vraiment en train de faire ça, c'est-à-dire qu'on prépare l'ensemble des sacs de matériel, mais aussi l'ensemble de la nourriture. Donc ça, je le travaille avec une nutritionniste pour avoir on va dire une alimentation équilibrée tout du long de la course et qui dépend aussi de mon activité physique. Donc c'est exclusivement de la nourriture lyophilisée. En fait, la nourriture lyophilisée, c'est de la nourriture qu'on a fait à la maison. Voilà, c'est une nourriture classique, hein, on va imaginer des pâtes à la bolognaise et on a enlevé l'eau de ces aliments. Comme ça, on les a déshydratés. Du coup, ils sont vraiment très légers. On les met dans un petit sachet qu'on met sous vide. Et ensuite, on va faire chauffer de l'eau et réhydrater les aliments directement avec de l'eau chaude dans le sachet et on mange dans le sachet. Alors, on mange dans le sachet, pas parce qu'on est feignant de faire la vaisselle, parce que ça vous arrive tous de faire la vaisselle à la maison, j'imagine. Ouais. C'est bien, faut aider vos parents. Mais c'est parce qu'en fait, on est plus utile à régler le bateau et à le faire avancer vite. Et puis, en fait, pour faire de la vaisselle, il faut aller chercher de l'eau de mer à l'arrière du bateau. Et c'est là où ça devient dangereux, en fait. Plus on se rapproche de l'eau de mer, et forcément plus c'est dangereux. Il y a de l'eau potable sur le bateau, finalement. Parce qu'il faut aussi penser que le bateau, tu as tout prévu avec tes équipes autour de toi, ton équipe autour de toi, pour que le bateau soit le plus léger possible. Pour gagner la course, pour aller le plus vite possible, pour être devant dans le peloton de tête, il faut que tu sois le plus léger possible. Donc tu ne prends pas des packs d'eau et des packs d'eau sur le bateau, non, il y a une technique quand même. C'est ça, effectivement, on ne peut pas emmener toute l'eau qu'on va boire pendant ces 3 mois. Donc là, vous avez une photo qui vous montre le petit réchaud. Alors on voit, il y a la petite bouteille de gaz rouge là, c'est un petit réchaud. Donc c'est vraiment que ça qui me permet de faire chauffer de l'eau. Alors je ne dis pas faire la cuisine parce qu'en fait, je ne cuisine pas vraiment. Et puis sur la droite, vous avez une petite fontaine. Ça, c'est connecté à un désalinisateur. Donc en fait, c'est qu'on récupère l'eau de mer, qu'on dessale. Et ensuite, elle arrive directement dans cette bonbonne et donc j'ai ma petite fontaine pour me servir de l'eau. Alors c'est une eau qui est pauvre en minéraux et qu'on minéralise en mettant de la poudre dedans pour que ça nous hydrate parfaitement. Ah, vous n'avez jamais fait ça, hein? Boire de l'eau de mer, si peut-être en avalant la tasse dans les vagues, au bord de la plage. Elle n'est pas aussi salée, hein, bien sûr. Hein. Elle est un petit peu moins salée quand même, mais vous l'avez jamais fait? Si, certains l'ont déjà fait ça? Ah bah dis donc, vous êtes nombreux, vous êtes des vrais voileux dans l'âme. Et du coup, quand on voit ça, Maxime, par contre, vous êtes tous allés au camping peut-être. Le petit réchaud comme ça vous fait peut-être penser au camping.
t'es loin d'être un grand cuisinier finalement. C'est pas ton truc la cuisine. Et même dans la vie de tous les jours. Si, à la maison, j'aime bien cuisiner. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Tout est compliqué à bord. Il faut imaginer que le bateau est tout le temps en mouvement. Il y a des grosses vagues. Donc, en fait, pour se tenir, on a besoin de nos deux mains. Donc, on ne peut pas s'asseoir tranquillement, éplucher les patates, les oignons et puis faire notre petite popote. Ça, c'est pas possible sur le bateau. Malheureusement, pendant 3 mois, on va manger du lyophilisé, du sous-vide. Et puisqu'on parle de ta cuisine, allez, on se dit tout, Maxime, on rentre dans ton intimité. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans le bateau? Ben non, il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain. Des toilettes? Ben non, il n'y a pas de toilette non plus. Et il n'y a pas de toilette non plus. Il fait comment, à votre avis, Maxime? Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain. Ah! Il fait pipi dans la mer? Il fait caca dans la mer? Il se lave dans la mer? Bon, explique-nous, Maxime, comment tu fais finalement, ouais. Eh bien en fait, alors je vais vous faire une expérience à la maison. Bon, vos parents ne vont pas être contents, vous allez en foutre partout. Mais c'est pas grave. En fait, pour me laver, j'utilise d'abord de l'eau de mer, donc je me mouille. Ensuite, j'utilise du savon classique. Donc jusque-là, vous pouvez rentrer dans votre douche, vous mouillez, utiliser du savon et après, vous n'utilisez plus d'eau. Vous prenez une bouteille d'eau d'1,5 litre et vous devez vous rincer avec ces 1,5 litre. Attention, il ne faut pas tous verser d'un coup parce que sinon, vous aurez encore de la mousse dans les cheveux que vous n'aurez pas fini, vous aurez fini déjà la bouteille. Mais ça vous permet réellement de vous rendre compte la difficulté de se rincer avec 1,5 litre d'eau. Donc, c'est vraiment une bouteille. Et par contre, vos parents vont vous remercier, vous allez faire de grosses économies d'eau. Et bien ce soir, quand vous allez arriver à la maison, vous allez dire « Papa, maman, Maxime Sorel nous a dit un truc génial. À partir de ce soir, je me lave avec 1,5 litre d'eau, pardon. Donc vous commencez avec une bouteille d'1,5 litre ce soir et vous vous lavez avec 1,5 litre d'eau. Ok? Et ça pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, hein, pas que ce soir, oui. On va voir si vos parents sont contents. Et si jamais ils grognent, vous direz « Ah bah c'est Maxime Sorel qui nous a dit de faire ça. » Peut-être que ça passera un petit peu mieux. Ah bon, on t'entend pas, Loulou, toi. Bon, on te passera tout à l'heure la parole quand on fera des questions. Donc, on a fait le tour de ton bateau. On n'a pas parlé de ton lit, on n'a pas parlé du confort. Est-ce que tu as une belle chambre? Est-ce qu'il y a des images qui illustrent l'intérieur du bateau, même s'il y aura... Il est beau le bateau comme ça quand même, non? Ouais, dis donc, il se penche autant que ça, Maxime, le bateau, parce que là, on le voit un petit peu penché, on le verra sur la vidéo. Donc, ça veut dire que le bateau, il se penche à gauche, à droite. Ça doit bouger à l'intérieur, ça ne va pas être simple de dormir. Ouais, effectivement, ça bouge tout le temps. Le bateau, il navigue à 30 degrés de gîte. Alors, vous n'allez peut-être pas en faire encore des degrés en mathématiques, je ne suis pas certain. Je ne me rappelle plus du niveau à votre âge. Mais le bateau est vraiment tout le temps penché et il bouge dans tous les sens. Alors, c'est sûr qu'il passe par-dessus les vagues, il saute en permanence. La grosse difficulté, c'est de circuler à l'intérieur parce qu'on ne peut pas être debout. Et il y a environ 700 à 800 kg de matériel embarqué sur ce tour du monde. Et c'est des sacs, des voiles. Il faut tout déplacer tout le temps parce que le bateau, il a besoin qu'on lui mette le poids au bon endroit. Donc en fait, la grosse difficulté, c'est ça, c'est de déplacer ces sacs qui parfois font 100 kg. La voile que j'ai dans les mains, là, elle fait 78 kg. Et il faut déplacer ces masses entre les cloisons. Parfois, on se cogne la tête. Enfin voilà, c'est... T'as un casque à l'intérieur du bateau ou non? Parce que c'est vrai que t'as pas de bleu. On a mis des mousses au niveau vraiment des structures pour essayer d'amortir les chocs. Il y en a toujours, mais... Donc en fait, non-stop, t'es OK, à gauche, hop, on met les sacs là. Après le bateau, il retourne à droite, on repasse tout à droite. C'est gauche-droite, non-stop. Le bateau se stabilise à un moment donné. Hein. Quand le vent vient d'un côté, le bateau il reste penché assez longtemps d'un côté. En revanche, si le vent est un peu plus faible, il faut avancer les poids. Et puis si le vent est plus fort, il faut les reculer. Donc on est tout le temps en train de déplacer les masses. Tu parlais de la voile notamment, enfin des voiles que tu peux avoir en plus comme ça dans le bateau que tu déplaces sans arrêt à l'intérieur de la coque. La voile, on n'en a pas parlé ça, parce que la salle ici, elle fait quand même quelques mètres carrés. Tu as combien de mètres carrés de voile? Pour illustrer, on va essayer de comparer pour que les enfants comprennent. Il y a quand même beaucoup de mètres carrés de voile sur ton bateau. Ouais, il faudra demander aux techniciens quelle est la surface de cette salle. Et à vue d'œil comme ça, je dirais que la salle a fait 600, 700 mètres carrés, 600? Ouais, tant que ça, tu penses? Je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, allez, un bon 500 mètres carrés, au moins 500 mètres carrés. On peut porter jusqu'à 750 mètres carrés de toile en même temps. Donc en fait, on a un très grand spi, c'est une voile très fine, blanche, qui fait 400 mètres carrés à elle toute seule.
Et ensuite, la grande voile du bateau, elle fait 165 mètres carrés et on peut mettre une troisième voile entre ces deux. Donc ça veut dire que l'ensemble des voiles que tu peux mettre en même temps sur le bateau, c'est plus grand que toute la salle du cinéma. Et ouais, c'est ça, c'est plus grand que toute la C'est salle. incroyable, non? Et Maxime, il est tout seul pour mettre tout ça sur le bateau, tout seul pour tirer sur la corde. Et vous imaginez la taille du dragon? Eh ben, on va vous proposer une petite vidéo tout de suite. Ça vous dit une petite vidéo? Ouais? Par contre, vous écoutez bien, hein, vous êtes sages, vous allez voir, c'est une immersion avec Maxime. C'était il y a quelques jours à Lorient, la semaine dernière. Il y avait une course qui s'appelle le défi Azimut. Et vous allez voir comment ça se passe sur une course. Il est là, Maxime, avec vous aujourd'hui, mais il était là il y a quelques jours. C'est un truc de fou. Profitez-en. Est-ce que ça vous a plu cette vidéo? On va remonter, Maxime, on va refaire un peu d'escalade. Ouais, ça vous a plu? Ça vous a donné envie d'être skipper? De faire du bateau? Ouais? C'est pas mal, hein, ça va vite quand même. Hein. Ouais, c'est encore partagé là, du coup. Non, ouais, on va reposer la question parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas envie de devenir skipper. Est-ce que ça vous a donné envie d'être comme Maxime Sorel? Ah, bah voilà. Ouais, c'est pas mal quand même là. Bon, en tout cas, c'était une belle course, hein, Maxime. On n'a pas vraiment reparlé hier, mais c'était sympa. Oui, clairement, les images parlent d'elles-mêmes. C'était 48 heures assez intenses par une mer pas trop formée, un temps plutôt clément, donc assez agréable. Donc ça, c'est le bateau qu'on aperçoit derrière, voilà, des deux côtés, le bateau Limoca VNB Mayenne. Alors il faut qu'on reste quand même dans le champ de la caméra parce que je voulais faire la petite simulation, la largeur du bateau, poser la question à nos amis écoliers mayennais. À votre avis, les amis, on va sortir un petit peu du champ, hein, on est désolé. À votre avis, il mesure combien de largeur le bateau? Vous avez été excellent tout à l'heure sur la longueur du bateau. Est-ce que les mains se lèvent? Un petit peu moins de mains qui se lèvent que tout à l'heure. Ah si, quand même. Allez, on vous écoute. Oula. Attends, on va leur faire 1, 2 et on leur demande si c'est plus ou pas plus. Ok, je vais faire 1 mètre, plus ou pas plus? 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Je parle de largeur, hein, pas de longueur. Hein.
4 mètres, plus ou moins? 5 mètres? Ça fait 5 mètres, les amis. 5 mètres 50. Hop. 5 mètres 50 entre Maxime et moi, ça c'est la largeur du bateau. Et ça veut dire que voilà, Maxime il est dans 5 mètres sur 18 mètres. Et à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu spartiate, hein, c'est un petit peu sommaire, c'est pas le grand confort, c'est pas le gros matelas, le canapé, la télé, il n'y a rien de tout ça dans le bateau. Hein. C'est ça, effectivement. Alors, on verra peut-être tout à l'heure une image, mais en fait, c'est pas 5 mètres par 18 mètres, ça c'est vraiment la surface possible habitable du bateau. Mais en fait, moi, je me sers de à peine 6 mètres carrés. Donc, c'est vraiment autour d'une table à cartes. On verra tout à l'heure avec un espèce de siège de veille qui me permet de me reposer. C'est vraiment tout petit. En fait, le but, c'est d'avoir le moins de matériel possible à l'intérieur. Tu es ici en permanence, à peu près jusque-là. Ouais, c'est ça. Vraiment cette partie-là qui est habitable et tout le reste, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose. C'est que du noir. Le bateau, il est tout en carbone. Donc, à l'intérieur, c'est tout noir. On en profite d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous regardent en vidéo. Vous êtes des chanceux ce matin, puisqu'il y a eu plus de 121 classes qui se sont inscrites pour participer à ce genre d'événement. Et nous avons retenu que 21 classes. Et vous êtes là avec nous ce matin. Et les autres élèves mayennais sont en salle de classe à nous regarder en vidéo. Je pense que vous pouvez aussi les applaudir pour leur faire un petit clin d'œil. Ils vous entendent. Et on pense très fort à eux, c'est vrai qu'on n'a pas pu retenir tout le monde. Victime de ton succès, Maxime. Mais oui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde, mais bon, on est très content de vous avoir vous et puis qu'ils puissent aussi participer à cet échange. Et on les regarde et on les embrasse bien fort. Maxime, j'ai une question à te poser. Si tu tombes malade, ça se passe comment? Parce qu'en 3 mois, quand on part au mois de novembre, décembre, janvier, généralement c'est les mois où globalement tout le monde tombe malade, un petit rhume, une gastro, voilà les bobos classiques. T'as une trousse de pharmacie quand même, t'as pris le strict minimum. T'as pas peur de ça? De te dire je tombe malade, il m'arrive quelque chose de grave, je me tords la cheville en sautant sur le bateau, je me casse le poignet. Comment tu fais? Alors effectivement, donc, toute la partie bobologie, ça se traite assez facilement, ça c'est quand même pas trop grave, mais il peut y avoir beaucoup plus grave. Et il y a un médecin de course qui est référent, qu'on peut appeler par un téléphone satellite. Donc lui, on peut le contacter à tout moment et il peut nous administrer des choses qu'on a dans notre pharmacie. On a une énorme pharmacie avec vraiment beaucoup de choses et on doit être capable, en fait, on est formé pour ça, on doit être capable de se recoudre, de se faire une piqûre nous-mêmes, de parfois s'injecter un shoot d'adrénaline parce qu'on a perdu un membre. Bon, on va s'arrêter là, hein, mais… Ouais, faut pas faire peur aux enfants, mais ça t'est déjà arrivé mais ça? toutes sortes de choses. Alors non, que de la bobologie, j'ai pas eu de gros traitements, mais… Quand tu dis bobologie, c'est une petite coupure? C'est ça, un dos poussé, oui, un mal de dos un peu trop sévère, ça reste des petites choses. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'abîme, on se fait une petite écorchure sur le doigt, à cause du milieu dans lequel on est, à cause du milieu salin, et en fait, ça vient creuser cette infection et elle peut durer très très longtemps et elle peut vraiment s'aggraver. Donc il faut être soigneux du bateau, mais aussi soigneux de soi-même, soigneux de son corps. Ouais, il y en a peut-être qui veulent devenir médecin, infirmier dans la salle, non? Vous voulez faire quoi plus tard d'ailleurs? On vous a pas posé la question. Ils veulent faire skipper, Basile, skipper. Alors ceux qui veulent devenir skipper, levez la main. C'est déjà bien. Vraiment, plus de la moitié. Devenir skipper, plus de la moitié. Et les autres? Footballeur, basketteur, dis donc c'est très axé sur le sport quand même. Hein. Il y a beaucoup de sportifs quoi. Il y a beaucoup de sportifs. Je ne sais pas ce qu'en pensent les profs et les maîtres et les maîtresses. Oui, ils veulent tous devenir footballeurs. Personne ne veut devenir professeur des écoles? Oh, mince alors, mince. La relève n'est pas encore assurée, mesdames ou messieurs. La relève n'est pas encore assurée. On a parlé des petits bobos que tu peux avoir, des petits pépins physiques que tu peux avoir en mer. Ça t'est jamais arrivé, hein, tu disais, juste des petits problèmes de dos, des petits problèmes de la bobologie, comme tu le dis si bien, mais vraiment te faire quelque chose de grave. Non, tu l'appréhendes pas, ça, il ne faut pas y penser. Si demain tu te fais une entorse, tu vas aller jusqu'au bout avec le pied dans le sac. Ça va pas être aussi simple quand même de manœuvrer le bateau avec le pied dans le sac. J'espère que tu ne vas pas me porter malheur, Basile, mais… Non, mais j'ai envie vraiment que les enfants comprennent comment ça peut se passer et que demain, même dans la difficulté, finalement, il ne faut rien lâcher quand on Oui, alors c'est sûr qu'il y a certaines difficultés qui peuvent nous empêcher clairement de faire avancer le bateau. Donc oui, il faut trouver un moyen de s'arrêter.
C'est une analyse qui est faite avec le médecin. Aujourd'hui, on a des moyens de télécommunication à bord. Donc ça, on voulait en parler, mais je pense qu'on peut en parler maintenant. On va en parler maintenant, oui. Ouais, ouais. Grâce à ça, en fait, on peut carrément faire une visio avec un médecin. Donc, il nous voit, je le vois, et il peut m'aider sur comment faire, par exemple, un plâtre. Il peut me faire, clairement, il peut m'expliquer avec un schéma, me montrer des choses. Donc ça vaut pour la partie médicale, mais ça vaut aussi pour la partie technique. Quand on a une casse, eh ben, mon équipe technique peut me montrer effectivement des choses pour pouvoir réparer. C'est-à-dire qu'à distance, comme ça, avec ton téléphone, ton iPhone, il fonctionne, tu es en pleine mer, à l'autre bout du monde, et si tu veux appeler une copine, un copain, les enfants, ouais, tu peux. Tu es connecté quand même à la Terre, même si tu es à l'autre bout du monde, en pleine mer. Alors, pas tout à fait. Le téléphone qu'on a tous, eh ben, il s'arrête quasiment à, on va dire, 20 km des côtes. On n'a plus de réseau. Et pour ça, ensuite, il faut passer sur un réseau satellite. Alors, je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Deux photos, on voyait un écran d'ordinateur. Là, je suis au téléphone satellite, par exemple. Et ça, c'est un téléphone qui capte directement un satellite qui est au-dessus de la Terre, qui est en liaison directe pour pouvoir avoir effectivement de la voix, mais aussi de la data, donc c'est-à-dire de l'internet comme à la maison. Hein. On a une box, on peut aller sur Google, on peut faire des recherches. Ça coûte juste extrêmement cher. Très très cher. Et du coup, tu ne peux pas faire beaucoup de vidéos, pas en envoyer beaucoup. Tu vas essayer d'en envoyer une pour la Mayenne, ton sponsor, pour tes 2 sponsors, VNB Mayenne. Et peut-être que tu vas pouvoir faire une 3e vidéo quand même, une 3e vidéo pour tous les enfants. Là, ça serait sympa. Est-ce que ça vous donnerait envie? Est-ce que ça vous tente de recevoir une vidéo de Maxime en pleine mer quand il sera au niveau de l'équateur, par exemple? Oh là 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 là! Je me suis avancé, hein. Je ne sais pas si c'est possible, Maxime. Je me suis avancé, mais j'ai l'impression que ça leur ferait très plaisir. Puis c'est vrai que pour l'instant, ils sont très très sages, donc on va valider, mais pas complètement. On attend la fin de la séance. Hein. Ouais, il faut rester sage jusqu'au bout. Ça va pour le moment? On vous embête pas? Ça vous plaît? Ouais, ça va. On peut continuer encore 5-10 minutes. Ouais, j'entends plus de oui que de non quand même, ça va. J'ai entendu quelques non, mais globalement ça va. Bon, alors, si on continue à parler de tout ça, je crois qu'on a juste oublié un petit détail tout à l'heure sur la partie sommeil, le cycle du sommeil. Je pense qu'on peut en parler parce que les enfants en parlent peut-être à l'école. Vous dormez les enfants, vous vous couchez à quelle heure le soir? 8 heures, j'entends 8 heures pour la moyenne. Et vous vous levez à quelle heure le matin? Allez, 7-8 heures en moyenne, ok. Bah toi Maxime, sur ton bateau, tu fais pas des nuits comme ça, hein, de 8 à 8, ça n'existe pas vraiment. C'est des cycles d'1 quart d'heure, 20 minutes, la journée comme la nuit. Explique aux enfants comment ça se passe, c'est assez atypique comme cycle du sommeil. Effectivement, Basile, faut bien imaginer qu'une journée, c'est 24 heures, donc minuit à minuit. Et ben, moi, dans cette journée, je fais plusieurs choses et je rythme ma journée en fonction de mon sommeil. Le sommeil qu'on a tous à la maison, que vous avez vous, hein, les 7 à 9 heures qu'on dort tous, il y a 70% qui ne sert à rien. Il n'y a que 30% efficace qui repose la tête et les muscles. Vous allez pouvoir travailler beaucoup plus les enfants. Il va falloir travailler ça à l'école du coup cet après-midi. Hein. C'est peut-être un nouvel angle d'étude pour vous. On peut dormir que 2 heures. Du coup, moi, en fait, on travaille que sur ces 30% efficaces. Donc, j'ai fait une analyse d'activité électrique du corps et du cerveau avec des médecins pour me créer ce qu'on appelle un agenda du sommeil. Donc, l'agenda du sommeil, il me donne mes portes de sommeil efficaces sur 24 heures. Donc, en fait, j'ai 5 à 6 phases par 24 heures et j'en ai 4 le jour et 2 la nuit. Donc, en fait, je dors plus la journée que la nuit. Et sur ces créneaux qui durent 1 heure, je dois dormir soit un quart d'heure, soit une demi-heure, ça dépend des créneaux. Donc, ça fait plein de petites siestes de 1 quart d'heure à une demi-heure sur la journée. En cumulé, quand on a additionné l'ensemble des petites siestes, ça fait 4h30 par 24 heures. Et comment tu fais quand tu dors sur le bateau? Tu es tout seul? Le bateau, il avance tout seul, il avance pleine balle, à fond la caisse, et toi tu dors? Ben oui, T'as pas peur de prendre un rocher, de te prendre un cargo, de te prendre une baleine, Non, t'as pas cette peur-là et Ça peut arriver. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. On a des moyens de détection de tout ce qu'il y a autour de nous. On a des moyens de détection des navires, on a des moyens de détection des côtes forcément. Baleine, c'est un peu plus compliqué, même si aujourd'hui on a une caméra thermique en haut du mât qui détecte des différences de température entre l'eau et les poissons, les billes de bois, enfin tout ce qui peut traîner, hein, les containers. Donc ça peut nous aider effectivement.
Mais oui, le bateau, il peut se conduire tout seul. On a un pilote automatique qui permet en fait de nous reposer. On a tellement de travail à bord, en fait, hein, tout est travail. Manger, c'est travailler, dormir, c'est travailler, tout est compliqué à faire. Et donc, pendant qu'on fait ça, il faut que le bateau il continue à avancer. Donc, on a un petit pilote automatique qui permet de tenir la barre pendant qu'on travaille. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe exactement. Pas mal. Vous avez compris? Ouais? Donc il dort combien de temps maximum, Maxime? Ah ouais, ça part à rien. Il y a plusieurs réponses possibles. Bon, on en reparlera tout à l'heure, juste à la fin de la conférence. Bon, il y a quand même le dragon, on en a parlé tout à l'heure, le dragon, qui est l'emblème du bateau. Comment il s'appelle le bateau de Maxime Sorel, le bateau? Le bateau VNB Mayenne. Le dragon, c'est l'emblème, la mascotte du projet. Et je pense qu'on va la faire revenir à côté de nous. Est-ce qu'on peut tous clamer dans ses mains et faire mascotte, 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 mascotte. Oh, elle est là. Voilà, va à côté de nous pour terminer. Elle va faire coucou à l'ensemble de la salle. Ouais. C'est quoi le message que véhicule? Alors pourquoi on a mis le dragon sur le projet, sur le bateau de Maxime Sorel? Quel message véhicule le dragon? Vous l'avez peut-être vu à l'école, ça peut-être vu avec vos professeurs. Quelques mains qui se lèvent. Est-ce que vous connaissez l'association Vaincre la mucoviscidose? C'est quoi? Vous connaissez la maladie Vaincre la mucoviscidose? Est-ce que vous savez ce que c'est que la maladie, la mucoviscidose? Bon, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'apparemment il y en a, la mucoviscidose, en fait, c'est une maladie génétique. Donc ça veut dire que les gens qui ont cette maladie, ils naissent avec. Donc c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Si vous avez un petit camarade qui a la mucoviscidose, il n'y a aucun problème, ça ne s'attrape pas, c'est génétique, on est avec. Et c'est une maladie qui désagrège en fait les voies respiratoires et le système digestif. Donc ça veut dire que les gens atteints de cette maladie, ils ont du mal à respirer et ils ont très souvent mal au ventre. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose et qui aide l'ensemble de ces patients et aussi les familles des patients à comprendre un peu ce que c'est cette maladie et comment on peut la vaincre. Et en fait, aujourd'hui, il y a une recherche qui est faite là-dessus et cet asso aide la recherche à récolter des fonds pour un jour vaincre cette maladie. L'espérance de vie était de 25 ans, aujourd'hui on est rendu à 55 ans, donc c'est un grand pas vers le fait de vaincre cette maladie, donc c'est vraiment top. Et puis moi en fait j'avais un voisin qui était atteint de cette maladie, qui a été greffé cœur et poumons parce que ses poumons allaient vraiment pas bien et donc du coup on lui a réimplanté des nouveaux organes pour qu'il aille mieux et je lui avais demandé de symboliquement hisser le drapeau de cette association. Et aujourd'hui, je porte clairement les couleurs, je suis parrain national, aux côtés de Laurence Ferrari, et c'est vraiment un message d'espoir, ce dragon. C'est le fameux souffle, le souffle que ces patients recherchent. Donc c'est un message d'espoir pour ces patients qui est véhiculé à travers ce projet. Vous le voyez sur la voile là, les enfants, vaincre la mucoviscidose. Et Maxime, il l'a aussi sur le bras, hein. Regardez ici. C'est sur les vêtements, le dragon il est dans le dos de Maxime et c'est vrai que c'est aujourd'hui ça fait partie intégrante du projet. Il est magnifique ce dragon, non? Non, c'est un petit oui ça. Est-ce qu'il est beau le dragon? Voilà. Dis donc il y a de la voix quand même ce matin. Dis donc, vous êtes bien réveillés, il est 11h. Il s'échauffe pour un exercice de faim, c'est ça, non? Ouais, pour un exercice de faim. Parce que tout à l'heure, on va vous demander quelque chose assez sympa. Voilà, vous êtes dedans dans le registre. On va faire une petite vidéo ensemble sur la page officielle de Maxime Sorel. Vous connaissez peut-être Facebook, Instagram, vous êtes jeune encore aujourd'hui. Oui, maintenant, même les très très jeunes connaissent. Ça sera pour la partie média officielle de Maxime Sorel. Mais juste avant ça, on vous propose une dernière vidéo. Voilà, elle est courte, prenez-en plein les yeux. On l'a préparée juste pour vous. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
calé à 20 nœuds sur son rail. On barde là, hein. C'était à 25. Maxime Sorel qui est là avec nous ce matin et qui est là pour vous parce que ce projet voile sur le Vendée Globe, le bateau VNB Mayenne, c'est aussi votre bateau. Votre bateau, c'est pour ça que vous avez été tiré au sort ce matin et vous êtes les grands chanceux de la journée pour découvrir Maxime Sorel en personne. Et pour terminer, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait la petite vidéo avant les questions ou on fait les questions avant la vidéo? On n'a pas parlé des petits moulins. On n'a pas parlé des petits moulins. Il nous manque juste un petit sujet, on n'a pas parlé. Alors, on va tout faire, vous inquiétez pas les enfants, on va tout faire. Mais c'est vrai qu'on voulait vous parler d'un dernier sujet avant de partir sur la vidéo et sur les questions. Le projet des petits moulins. 24 000 petits moulins qui sont faits par des enfants comme vous pour le projet notamment Vaincre la mucoviscidose pour aider les enfants atteints de cette maladie. Est-ce que tu peux nous en parler Maxime? Parce que je pense qu'ici dans la salle, ils peuvent participer et contribuer à ce fabuleux projet. Mais oui, effectivement, il y a une association qui s'appelle Du souffle dans les voiles qui est en lien avec Vaincre la mucoviscidose. Et afin de faire un lien entre ce projet et puis œuvrer pour la recherche, ils ont décidé de faire 24 000 petits moulins. Alors pourquoi 24 000? Parce qu'en fait, c'est le nombre de milles nautiques, donc la distance à parcourir sur l'ensemble du tour du monde. Et on souhaite faire un moulin par 1000 nautiques parcourus. Donc pour ça, des enfants comme vous, si ça se trouve vous allez participer à ce projet, vous le participez peut-être déjà. Il s'agit en fait de personnaliser, de créer, de plier des petits moulins avec un crayon en bois. Et en fait, vous personnalisez vos petits moulins. Soit vous le vendez à vos parents, grands-parents, du coup vous œuvrez pour cette maladie. Soit on récupère et on vend ensuite ce petit moulin à hauteur de 2 € minimum. En tout cas, tout ce que vous pouvez faire en action pour ça, c'est dans le but de la recherche. Et grâce à vous, un jour, on va soigner cette maladie. On peut leur envoyer des kits, c'est ça aussi. Il y a des kits qu'on peut vous envoyer. Ça peut être aussi une activité à l'école, pourquoi pas. Alors, ouais, vous êtes déjà surbooké, on vous propose ça. Mais c'est vrai que si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On pourra transmettre l'information à vos professeurs pour aider les enfants comme vous qui sont atteints de la mucoviscidose et participer au projet solidaire de Maxime Sorel, les petits moulins. Je crois qu'on a fait le tour sur tout, Maxime. Est-ce qu'on fait la vidéo maintenant et on enchaîne les questions? On peut la faire. Alors, ce qu'on va vous proposer, si vous le voulez bien, c'est de faire une petite vidéo. Maxime, il va se prendre comme ça avec son iPhone. Et il faut qu'il y ait la mascotte à côté de nous. Allez, la mascotte. Allez, 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 mascotte, mascotte. Et ce qu'on va faire, c'est que Maxime il va tourner. Moi, je vais vous dire, faites du bruit pour Maxime Sorel. Et là, vous partez dans tous les sens. Vous faites du bruit, vous tapez dans vos mains. Il faut que ça fasse un tonnerre de bruit dans le cinéma de Laval. Ça sera sur la vidéo de Maxime. Pas tout de suite, pas tout de suite. Attendez, pas tout de suite, les amis, pas tout de suite. Pour le moment, on reste calme et c'est quand je vous dis faites du bruit pour Maxime Sorel et là on tourne l'iPhone. Attendez, attendez, vous allez m'entendre, ok? Faites du bruit pour Maxime Sorel! Waouh! Bravo, vous êtes géniaux! Vous êtes super ce matin. Super, super, super. Alors, on va vous laisser la parole sur 5 questions seulement, parce qu'après, Maxime va devoir partir. Allez, on va peut-être en faire 6, 7. On va voir si ça va vite. On va essayer de faire des questions. Mais on va faire par tranche. On peut pas interroger tout le monde, les amis. Et là, je vois, tu es debout, en haut. Ouais, je te vois, le bras. Non, c'est toi, tu t'es retourné. Yes. Est-ce que tu as une question à poser à Maxime? Comment tu fais quand il y a des requins pour réparer quelque chose sur le bateau, Maxime? Alors, c'est quand même assez rare qu'on ait simultanément des requins autour du bateau, qu'on ait cassé quelque chose et qu'on se doit de plonger sous le bateau. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. On se doit d'être capable de tout réparer. Alors, pour ça, il faut à peu près tout comprendre.
Sur une machine telle qu'un IMOCA, c'est quand même très complexe. Donc il faut ruser pour essayer de pouvoir tout réparer quand on casse du matériel. Allez, on va poser la deuxième question et je vais venir juste à côté de vous, comme ça on va tirer au sort, on va être plus proche. Allez, je voulais une fille, on fait un gars, une fille, un gars, une fille. Est-ce qu'il y a une fille qui... Allez, je te vois au milieu, tac. Tu t'appelles comment? Manon, c'est quoi ta question Manon? Est-ce que tu manges beaucoup, Maxime, sur le bateau? Eh ben oui. Mangeur ou pas, Maxime? Oui, alors je suis pas un très gros mangeur de base à la maison, mais en fait, en mer, on consomme énormément d'énergie, on se fatigue beaucoup parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est travail. Même quand on dort, on brûle des calories. Et en fait, je mange 3500 kilocalories, donc c'est 1000 de plus que ce qu'on peut manger à terre. On va dire que quelqu'un comme moi à peu près est autour des 2200 normalement à terre. Et là, je suis à 3500, donc c'est assez important pour quelqu'un comme moi. Mais j'arrive à perdre du poids malgré ça. C'est vrai que t'es pas épais, Maxime. T'as la ligne quand même. C'est important, on le disait tout à l'heure, d'avoir la ligne pour être skipper. C'est un avantage entre le skipper qui a un petit peu de vente et le skipper qui est, on va dire, bien gaulé. Effectivement, tout le poids qui est en trop, c'est du poids qu'on va soulever en permanence et on va se fatiguer à le soulever. Donc, il faut mieux avoir la ligne. Allez, voilà pour la deuxième question. Je vais monter en haut, les amis. Alors, j'en fais un troisième sur cette ligne-là et après, j'arrive là. OK? Allez, tu t'appelles comment? Tom, Tom, c'est quoi ta question, Tom? est-ce que tu connais Arnaud Boissière? Est-ce que tu connais Arnaud Boissière? Ah oui. Et ouais, je le connais même très très bien, Arnaud Boissière, c'est un copain. Donc, tu le connais aussi? Oui, parce que mon papa il travaille à Artipol et Et sponsor du bateau. Ok, super. Bah écoute, si tu le vois, tu lui dis bonjour de ma part. C'est un grand copain de Maxime, effectivement. Tu es en plein dans le mille. Troisième question faite. Allez, on monte tout en haut. On va voir. On a dit un gars, une fille, les filles. Alors, vas-y, dis-moi, tu t'appelles comment? Mélinda. Mélinda, c'est quoi ta question, Mélinda? Comment il fait quand il y a une très forte tempête? Ah, cette question était déjà présente hier, Maxime. Comment tu fais quand il y a une très forte tempête? Mais oui, c'est vrai que sur la partie sud, on a pu voir autour de l'Antarctique, on va quand même parfois subir des grosses dépressions et où il y a des mers très formées et il faut faire avec, on n'a pas le choix. Généralement, on essaye de les éviter, mais bon, oui, parfois il y a du vent fort, de la mer très dure et on réduit la voilure. Ça peut même arriver de ralentir le bateau pour justement éviter des systèmes trop forts. Allez, dernière question ou avant-dernière question, Maxime? C'est toi qui tranches. Avant-dernière. Ils ont été très très sages. Allez, avant-dernière question, il y en a partout. Et Basile, il faut que tu ailles un peu à gauche là-bas. Ouais, je vais un petit peu à gauche. Allez, je vais un petit peu à gauche. Allez, c'est pour toi. Tu t'appelles comment? Lucas. Et ta question est... De quoi? Moi? Ah oui, parce que tu me dis t'es. Mais tu lui as posé la question, est-ce qu'il est très stressé? Content ou stressé? Ah, est-ce que tu es content ou stressé, Maxime? Les deux en fait. Je suis très content d'être avec vous. Forcément, le stress il commence à monter. Je vais partir 3 mois seul en mer faire un tour du monde. Donc jusqu'à là, rien d'anormal. Ça va, aujourd'hui t'es bien, pas trop stressé? Pas encore? Ça va, ça va. Ça commence à monter gentiment? La petite fille en rose, ça fait depuis le début qu'elle attend. Oh, allez Louloute, c'est pour toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Louane. Louane. Et du coup, ta question? Mais comment il fait pour si le bateau il se renverse et qu'il est sous l'eau? Comment tu fais, Maxime, si le bateau se renverse et que tu es sous l'eau? C'est une bonne question, ça, hein? Alors sous le bateau, on a pu voir le bateau tout à l'heure. En dessous, il y a une quille. Donc c'est quelque chose qui fait 4,50 m de profondeur et on a du plomb en dessous qui permet justement de redresser le bateau. Donc le bateau, il peut pencher beaucoup, mais jamais se retourner. Sauf, et je dis bien sauf, si on perd cette quille, le bateau, là, effectivement, il peut se retourner. Et on a des trappes de survie, si le bateau est retourné, qu'on est à l'intérieur, pour pouvoir sortir par ces trappes. Et on a des radeaux de survie, donc c'est comme des espèces de tentes de seconde qu'on jette à la mer qui se gonflent.
Et si jamais on doit quitter le navire, il vaut mieux rester dedans, mais si jamais on doit le quitter, ben, on peut le quitter dans ces radeaux. 6 questions, ça y est les amis, on peut pas continuer malheureusement parce qu'après il y aura une photo qu'on va vous proposer avec Maxime aussi par classe. Alors il faudra rejoindre Mathilde juste ici à ma droite en bas, juste devant la scène. On va vous appeler classe par classe. Et on peut refaire du bruit les amis aussi parce qu'un dernier clin d'œil à Maxime. À tous ceux qui nous regardent, parce qu'ils nous écoutent, ils sont actuellement dans leur classe de cours. Ils n'ont pas pu être présents avec nous ce matin parce qu'on avait beaucoup de sollicitations. Il y a peut-être un mot pour eux. Hein. Merci à tous pour le soutien. Merci à vous de suivre cette belle aventure. Et puis on se revoit très vite. Et on se revoit très vite et vous aurez vous aussi la chance d'avoir une vidéo de Maxime en mer, tout comme les enfants présents aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.